Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour la team OM, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Réagir à la guéguerre Mohamed Rajhoudri, Frank McCourt, avec les derniers démêlés qu'il y a eu. D'abord le communiqué de presse de l'Olympique de Marseille sur le site officiel, ensuite la réponse d'Ajroudi, et ensuite la réponse à nouveau de Frank McCourt via son avocat. Et enfin, la réponse à nouveau de Mohamed Rajhoudri dans un communiqué de presse. J'ai envie de réagir à tout ça. Alors, pourquoi j'ai envie de faire un coup de gueule? Un coup de gueule contre qui? Un coup de gueule contre Mohamed Ajroudi. Pourquoi? Au départ, j'étais comme tout le monde, j'ai prêté une oreille attentive à cette offre de rachat, enfin en tout cas cet intérêt à un éventuel rachat de l'Olympique de Marseille par Mohamed Ajroudi et ses investisseurs. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'était n'est plus une rumeur, c'était une information, puisque Mourad Boudjelal a ensuite communiqué dans les médias, largement d'ailleurs, d'abord sur RMC, puis après Le Figaro, et après ça s'est enchaîné. Donc effectivement, ce n'était plus comme des rumeurs qu'on avait eues depuis le mois de mars, avec d'éventuels intérêts d'investisseurs. Effectivement, on avait envie d'y croire, j'avais envie d'y croire le premier. Pourquoi? Parce que comme beaucoup de supporters de l'OM, je ne crois plus en cette direction depuis à peu près 3 ans, que Franck McCourt, pour moi, a déjà fait une erreur en nommant Jacques-Henri Hérault d'entrée, une personne qui ne connaît rien au football. Après, on peut très bien être président délégué et s'entourer des bonnes personnes. Bernard Tapie, en son temps, l'avait fait en prenant Michel Hidalgo. Jean-Michel Aulas, quand il a repris Lyon, il a pris Bernard Lacombe, donc un conseiller sportif, pour avoir des bonnes informations du monde du football, des réseaux, et de savoir les choses qu'il fallait faire. Donc, pourquoi pas, ça aurait pu marcher, mais ce qui n'a pas été le cas, puisque Jacques-Henri Hérault a déjà nommé l'entraîneur Rudy Garcia avant le directeur sportif Andoni Zubizarreta. Rudy Garcia, de donner les clés de camion à un entraîneur, mais ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui définit la politique sportive à long terme d'un club, puisque un entraîneur n'est là que de passage. Bon, un directeur sportif, vous me direz aussi, mais en attendant, il prévoit pour les 2-3 ans et plus la politique du club. Donc déjà de nommer Rudy Garcia, c'était une erreur. Et en plus, Rudy Garcia, quand il avait plein pouvoir, il en fait un peu n'importe quoi, puisqu'au niveau matière de recrutement, il n'a jamais été très très brillant. Donc c'était une erreur. Donc voilà la première erreur de McCourt. Et ensuite ça s'est enchaîné, puisqu'il a laissé faire Jacques-Henri Hérault. Et quand Jacques-Henri Hérault a fait des erreurs, avec notamment au niveau financier, la reconduction de Rudy Garcia, en achetant Mitroglou, en achetant Germain, en achetant Abdenour, enfin voilà, en achetant Strootman, etc. Vous les connaissez autant que moi, et vous n'avez qu'à voir la vidéo que j'avais faite sur Jacques-Henri Hérault sur cette chaîne pour parler de la litanie des erreurs qui ont été commises sous l'ère Jacques-Henri Hérault. Donc voilà, donc effectivement, moi j'espère une direction meilleure à l'Olympique de Marseille pour que notre club retrouve les ambitions. Donc comme tout le monde, donc effectivement j'ai eu une oreille attentive, mais après voilà, j'étais enthousiaste effectivement quand j'ai entendu l'annonce. Après ça s'est un peu calmé, et après il y a eu des dossiers qui ont été sortis sur Mohamed Ajroudi par des journalistes. Alors effectivement, on pouvait avoir un doute en se disant que peut-être c'était sorti par le lobbying qatari qui était derrière, parce qu'effectivement, il y a eu des articles comme quoi le lobbying qatari veillait à tout ça pour que le club ne soit pas repris par des Saoudiens, puisque c'est la guerre Arabie Saoudite et le Qatar. Mais en fait, maintenant, avec le recul, on voit bien qu'effectivement, les journalistes, youtubeurs qui ont fait des vidéos sur les investisseurs qui seraient intéressés par le rachat de l'Olympique de Marseille, en fait, quasiment toutes les informations qu'ils ont données ont été vérifiées, ou alors, en tout cas, c'était que des rumeurs de rachat et qui n'ont pas été concrétisées, c'était juste des intérêts. Donc, et ensuite, effectivement, les doutes qu'il pouvait avoir, notamment sur Mohamed Ajroudi, se sont avérés exacts, malheureusement.
Elles ont été aussi également dites par Fabrice Lamperti dernièrement sur l'interview qu'il m'a donnée sur cette chaîne, hein, où lui, il était également mesuré. Il a reçu Mohamed Rajoudi puisqu'il a fait une longue interview pour la Provence, et il s'était renseigné auprès de sources extérieures, notamment d'investisseurs, de repreneurs, des personnes qui sont dans le monde des affaires, et toutes, absolument toutes, lui ont dit que Mohamed Rajoudi n'était pas sérieux dans les affaires et que donc du coup son projet ne tenait pas sur grand-chose. Donc effectivement, il y a eu des investigations aussi de journalistes sérieux et qui ont effectivement corroboré tous ces dires sur le doute de Mohamed Ajoudi qui en fait des caisses, qui fait beaucoup d'esbroufs, qui tente de faire des affaires, de faire des projets, et puis finalement, très souvent, ça ne va pas au bout. Donc c'est beaucoup de bruit pour rien. Et donc là, pourquoi je veux dire, j'ai basculé dans le côté des opposants maintenant à Mohamed Ajroudi, parce qu'il a franchi la ligne rouge. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour franchir la ligne rouge? C'est hier, via un communiqué, il a dit que Bernard Tapie, le boss, était impliqué dans son projet et qu'il serait prêt à être dans le comité de direction de la future direction si le club était racheté, sans son accord. Et en plus, c'est faux. Bernard Tapie, via un communiqué envoyé à l'AFP, a indiqué: je ne suis ni concerné ni intéressé, je n'ai eu aucun échange avec eux, c'est-à-dire Ajroudi et ses camarades, ses investisseurs, le clan, l'organigramme de Mohamed Ajroudi. Et Ajroudi, lui, continue de croire en rachat malgré le communiqué de l'OM, malgré le mail de l'avocat de Franck Macourt, Olivier de Villemornin, qui a fait part de manière formelle et définitive de la réponse de son client que le club n'était pas à vendre. Macourt ne souhaite pas engager des discussions avec ses clients, donc en l'occurrence les investisseurs de Mohamed Ajroudi. Donc là, il a franchi vraiment la ligne rouge en disant que Bernard Tapie était impliqué dans l'histoire, et ce n'est pas vrai. On ne touche pas au boss, on ne touche pas, il y a une histoire. L'institution olympique de Marseille, c'est une histoire, c'est des légendes, c'est des parcours. Bernard Tapie a fait peut-être des choses mal, c'est vrai, mais il a fait énormément de bien, l'Olympique de Marseille. Il a porté l'OM au sommet, et grâce à lui, l'OM a retrouvé les sommets européens qu'il n'avait d'ailleurs jamais atteints. On n'était pas allé aussi haut, aussi loin en Coupe d'Europe. L'OM a été d'abord avec lui en 1988 en demi-finale de la Coupe des Coupes. Puis après, Bernard Tapie a construit une équipe solide avec des internationaux français. Il n'y avait pas Larry Bosman, c'était encore plus difficile. Puis après, rajouter quelques internationaux, quelques joueurs étrangers, Klaus Salof, Carlos Moser, Chris Waddle, Dragan Stojkovic, Tony Cascarino plus tard, j'aime passer des meilleurs. Abedi Pelé, bien sûr. Donc il a construit, Trevor Steven, il a construit une équipe, ça s'est fait petit à petit, il faut du chemin pour construire une équipe, et après, il a repris le club en 86, et après en 88, c'était demi-finale de Coupe, et après, il y a eu l'OM qui a été performant en Ligue des Champions, avec la demi-finale en 1990, avec la finale en 1991, avec le titre en 1993. Il faut du temps pour construire un club, ça ne se fait pas rapidement. On n'est pas là. On ne peut pas dire je vais gagner une deuxième étoile, je vais faire venir Cristiano Ronaldo, comme a dit Mohamed Arjoudi, je vais faire venir Zidane, je vais faire venir des grandes stars, je vais titiller Paris, je vais gagner le titre. Non, ça ne se décrète pas, ça. Ça prend du temps pour construire un projet. On peut dire qu'on est ambitieux, bien sûr. À l'OM, on ne va pas dire on joue le milieu de tableau, clairement. Mais il ne faut pas prendre les supporters pour des moutons. Les supporters de l'OM sont exigeants, certes, mais ils sont connaisseurs. Et puis ils ont une expérience. Ils ont connu Jacques Cachecar, qui a fait croire à Robert Louis-Dreyfus lui-même qu'il avait un projet sérieux de rachat, qu'il avait les fonds pour pouvoir acheter ce club et avoir des ambitions. Au moment où ça allait se faire, il fallait signer, qu'il fallait apporter les garanties bancaires, il n'y avait plus personne. Robert Louis-Dreyfus, lui, a vu qu'effectivement, maintenant, il n'y avait pas les garanties bancaires. Il a attendu 15 jours, un mois, et au bout d'un mois, il a sifflé la fin de la récré. Il a vu que ce personnage n'était pas crédible. C'est le cas ici avec Mohamed Ajroudi, qui en plus, comme m'a dit Fabrice Lamperti,
le processus de rachat n'était qu'à 1%, on était juste au début, juste à l'intérêt. Et après, avec le recul, je comprends pourquoi Franck McCourt n'a pas répondu dans un premier temps directement à Mohamed Rajbouri. Pourquoi? Parce qu'on se renseigne sur les investisseurs qui sont intéressés par un rachat, on voit s'ils ont la capacité financière pour être crédibles, pour proposer un projet sérieux, pour déjà acheter carrément, et après, pour être dans la durée pour le club. Certes, Franck McCourt ne s'intéresse pas trop au football, mais bon, c'est une affaire à lui, donc il a envie aussi de la vendre très cher, certes, mais aussi de quand même laisser un capital et de laisser l'OM haut, ce qu'a fait Robert Le Dreyfus. Robert Le Dreyfus, il voulait vendre peut-être, ça fait quelques années, mais il ne voulait pas vendre à n'importe qui, il voulait qu'il y ait une pérennité, que le club continue à avancer, que le club soit d'entre bonnes mains, avec des gens sérieux, avec une capacité financière importante, mais aussi avec un projet sportif intéressant. Donc c'est pour ça, il en a eu des repreneurs, il aurait pu vendre le club avant, il ne l'a pas fait. Et ensuite, quand Margaret Dreyfus a hérité du club de son mari, elle aussi, elle voulait vendre. Mais pareil, elle n'a pas voulu vendre à n'importe qui, donc elle n'a pas vendu à des projets qui semblaient un petit peu incohérent, pas sérieux. Il y en a eu des projets de rachat de l'Olympique de Marseille en 2016. Voilà. Et après, autre chose, que tout le monde le dit, Fabrice Imparti l'a dit, et les journalistes le disent, et dans le monde des affaires on le dit, les affaires, ça se fait dans l'ombre, ça se fait discrètement, ça ne se fait pas au-devant des médias, des flashs, des projecteurs, ça se fait discrètement. Et quand c'est fait, on signe, et là, on le sait, Franck McCourt, personne n'a vu venir. Franck McCourt, le matin même, personne ne savait que Franck McCourt allait reprendre le club. C'est le journal de la Provence, Fabrice Imparti, qui l'a dit, que la Provence et l'équipe ont été informés le matin que l'après-midi, il y aurait la signature officielle à l'hôtel de ville. Mais personne n'a vu venir. On a su quoi? Gérard Lopez. Alors oui, effectivement, Gérard Lopez s'était bien avancé aussi avec Margarita Dreyfus, mais quand Lopez a parlé dans France Football, je crois, c'est parce qu'il savait que l'affaire était terminée, que Margarita Dreyfus allait prendre Franck McCourt. En tout cas, des Américains, ça aurait pu être Guggenheim, mais bon, peut-être ça a eu une histoire entre les deux. Finalement, Franck McCourt a pris, mais comme il est dit à Guggenheim, c'est peut-être ça explique tout ça, mais en fait, c'était à la fin de la négociation, au processus. Avec Ajroudi, on était à 1%, là, on était à 95-98%. Donc, il n'y avait plus que les derniers détails à signer. Donc, voilà, après, ça peut fuiter, c'est normal, puisqu'effectivement, quand on arrive là, parce qu'après, quand on arrive au bout, il y a un audit qui est réalisé par l'éventuel repreneur pour voir l'état des comptes. Et donc là, forcément, ça fuite. Comme me disait là Romain Canuti, le personnel de l'Olympique de Marseille, il y a 100 à 200 personnes employées à l'OM. S'il y a un audit qui circule autour du club, on le sait, et donc ça fuite. Donc c'est pour ça que ça a fuité, et qu'après on a su pour Gérard Lopez, et peut-être pour un Iranien, enfin les Asiatiques, il y avait d'autres projets, il n'y avait pas Blodana. Pour Blodana, lui, devant les médias, il a martelé, j'ai un projet sérieux. Mais quand on a un projet sérieux, on ne va pas devant les médias, on ne va pas se justifier. Toute justification veut dire qu'on n'est pas sérieux. On n'a pas besoin de se justifier quand on n'a rien à se reprocher, quand on n'est pas sûr de son fait. Donc on est sûr de son fait, on fait ça en douce, on fait ça discrètement, et quand c'est signé, on présente son projet. Voilà, on dit les choses clairement, tout en étant ambitieux, mais pas en ne prenant les supporters pour des moutons. Là, je vous dis, le processus était à peine entamé. Franck McCourt, il ne l'a pas eu directement, il n'y a pas eu de lettre d'intention, il n'y a pas eu d'offre de rachat. Fabrice Imparti me l'a confirmé. Il n'y a rien, il n'y a rien eu. Il y a eu juste un intérêt. Donc je comprends pourquoi aussi Franck McCourt a voulu siffler la fin de la récréation et qu'il a fait ce communiqué de presse et après via son avocat aussi. Pourquoi? Parce que ce bonhomme-là, donc il s'est renseigné, comme a fait Robert Dreyfus, etc. Il a vu que cette personne n'était pas crédible, que toutes les affaires qu'il faisait, ça capotait. Il n'allait pas au bout, donc il n'allait pas vendre à cette personne-là, donc il n'allait pas entamer des négociations avec lui, donc c'est pour ça qu'il n'a pas répondu, je comprends. Et je comprends maintenant qu'il siffle la fin de la récré en disant, bon maintenant ça suffit, on entend tout, les supporters, vous les avez retournés, Mourad Boudjelal qui me chambre sur les réseaux sociaux, ça suffit, c'est pas bon pour l'image de l'Olympique de Marseille, pour peut-être justement si lui veut vendre un investisseur plus sérieux, c'est pas bon pour cette image-là, et c'est pas bon aussi en termes de recrutement, enfin pour la bonne dynamique de l'OM qui va faire la Ligue des Champions. Donc je le comprends avec le recul.
en voyant maintenant comment était le personnage Mohamed Rajwoudi. J'ai aussi un coup de gueule sur Mourad Boudjelal, parce que Mourad Boudjelal, qu'il soit intéressé pour aller dans le football, tout à son honneur. Il a une grande expérience sportive, il a réussi avec le rugby à Toulon, puisqu'il a gagné 3 Coupes d'Europe à Toulon, et il a monté ce club de Pro D2 au sommet du top 14 et au sommet européen, certes, pourquoi pas. Mais il va à l'Atlético de Marseille, il va à la Escane, il va à notre club, j'ai pas retenu le nom, je ne sais plus, il va à Marseille, il revient à Toulon, il veut faire peut-être les deux, il a dit je ferai peut-être Toulon-Marseille, puis finalement il enlève Toulon. Non, c'est pas sérieux. Quand on fait un projet, on va jusqu'au bout. Et après, il dit, je sais pas, ouais, je me suis engagé, donc je sais pas si je pourrais me désengager du projet de l'OM d'Ajourdi. Non, c'est pas sérieux. Moi, je bout. Moi, j'y croyais, comme je vous l'ai dit, notamment sur le live avec les supporters juste après l'annonce de cet intérêt. Moi, j'y croyais parce que pour moi, il a le profil idéal, une grande gueule, qui sait convaincre des joueurs, qui sait aller au front, qui peut, avec Jean-Michel Aulas, il peut aller batailler pour défendre l'institution OM, construire une équipe, ça j'en suis persuadé. Dans le rugby, dans le foot, on ne sait pas. Mais là, c'est totalement décribilisé, c'est hallucinant, quoi. Bon, lui, peut-être, il s'est fait berner par le personnage Mohamed Rajwoudi, hein, qu'il ne connaissait pas assez, je ne sais pas. Mais non, c'est totalement décribilisé, donc cette histoire, elle est terminée. Donc là, effectivement, Franck McCourt a sifflé à la fin de récré, le projet fini, même si Rajwoudi continue, mais on n'en veut pas de ce projet, non. On ne veut pas ça à l'Olympique de Marseille, nous on veut des gens sérieux, qui ont une capacité financière importante, qui s'entourent des bonnes personnes. En plus, un consortium avec plusieurs investisseurs, quand vous êtes autour de la table, il va falloir se mettre d'accord. Et donc, ça ne va pas être simple de se mettre d'accord. Et en plus, certains ne mettront pas les mêmes sommes. Donc, pour décider quelque chose, ça ne va pas être simple. Il vaut mieux qu'avoir un seul interlocuteur. C'est pour ça que Margaret Dreyfus a aussi vendu à Franck McCourt, parce que c'était le seul actionnaire, la seule personne. Et au moins, la décision, c'est lui qui va le prendre. Il ne va pas consulter tous les actionnaires comme font une entreprise, où du coup, on consulte les actionnaires et l'argent va aux actionnaires et pas aux salariés. C'est un peu la même histoire, quoi. Pour revenir sur l'histoire des affaires se font discrètement, mais c'est pareil qu'un transfert. Je compare beaucoup avec les transferts. Pourquoi? Parce que si l'OM, par exemple, s'intéresse à un joueur, s'il y a d'autres clubs qui le savent, comme ça arrive souvent avec Lyon notamment qui vient, ben, les prix vont augmenter. Les prix vont augmenter pour ce joueur-là. Donc ça risque de faire capoter, puisqu'effectivement, vous étiez entendu sur, je dis n'importe quoi, sur 5 millions d'euros, Lyon arrive, ben, le club vendeur va dire, écoutez, il y a Lyon, et à Lyon, on va lui dire, écoutez, ils veulent 5 millions, mettez 6 millions, et après on revient vers l'OM, c'est 6 millions. Donc voilà, donc effectivement, quand une affaire se fait, pour l'acheteur, il ne faut pas que ça se sache, que ça s'ébruite, sinon le prix augmente, et pour le vendeur, ben, ok, les prix peuvent augmenter, mais aussi ça peut faire capoter l'histoire, puisque du coup, il peut y avoir d'autres, enfin, les médias qui s'en mêlent, la concurrence, les Qataris qui bloquent le transfert. Enfin, c'est pas bon pour tout le monde, hein. Donc voilà, donc c'était pas crédible. Tant que j'y suis, je voulais continuer sur toutes les rumeurs qu'on a des insiders. Qui a vu venir Mohamed Rajwoudi et Mourad Boudjelal? Personne. Personne n'a vu venir Mohamed Rajwoudi. Même les journalistes, personne n'a annoncé avant. On ne l'a pas su. Et quand ils l'ont... Après, c'est normal, puisque le processus est à peine lancé. Donc, c'était un peu normal que les journalistes ne le savent pas. Donc, des autres rumeurs de Chinois, de Russes, etc., tant que ce n'est pas vérifié, les journalistes l'ont entendu, comme l'a confirmé Fabrice Lamperti ou Romain Canuti, mais il faut 3 sources, ça c'est la base du journalisme, il faut 3 sources pour vérifier, parce que sinon, en face, on peut très bien vous dire, voilà, il y a un intérêt, et on englobe un peu tout ça, on met un peu de couches, et du coup, il y a une petite part de vérité, mais il y a beaucoup de faux, et du coup, non, il faut que ça soit vérifié. Donc, c'est pour ça, donc maintenant, on va arrêter d'écouter les rumeurs de ci et de là. On veut que du concret, on veut que ça aille au bout, point. Voilà, donc tant que ça ne sera pas fait, que ça ne sera pas signé, et si on entend des rumeurs, ça ne sera pas bon, ou alors ça va être vendu 15 jours après, quoi. Mais non, le seul intérêt qui est avéré maintenant, c'est Walid Bentalal, que effectivement Fabrice Lamperti a répété, que Thibaut Vézérian, lui, l'avait dit, c'est que lui, il serait maintenant intéressé par une reprise, mais en fin 2021, en fin de la saison 2020-2021. Pourquoi? Parce qu'avec la crise du Covid, le monde économique du football s'est écroulé, les affaires s'écroulent. On l'a vu, les clubs de Ligue 1 ont un déficit ils ont perdu 600 millions d'euros. Là, ils réclament à l'État encore plus d'argent pour les sauver.
Surtout en France qui n'a pas eu la reprise du championnat, donc ils sont dans le trou, ils sont dans la nasse. Donc c'est pas le bon moment pour reprendre pour les affaires. Donc Walid Bentalal, ben, lui, s'il veut reprendre, il ne veut pas mettre de l'argent par les fenêtres. Donc est-ce que c'est crédit, est-ce que c'est pour lui valorisant d'acheter un club? Est-ce qu'il va s'y retrouver financièrement maintenant alors que c'est incertain avec cette crise du Covid qui en plus peut rebondir? Comment le football va réagir? Comment le monde économique du football va se reprendre? Il y a une grosse interrogation, donc il préfère attendre un an, et s'il faut un an, ça suffira pas, il ne sait pas. En tout cas, bien attendre pour éventuellement faire part de son intérêt à Franck McCourt. Et en plus, Franck McCourt, s'il n'est pas vendeur à moins de 300 millions d'euros pour qu'il rentre dans ses frais, ça ne sert à rien d'entamer maintenant pour se griller. Il ne faut pas se griller dans ces histoires-là. En affaires, il ne faut pas se griller, sinon c'est fini. Vous n'avez qu'à voir vous, hein, si vous faites pareil des affaires, du commerce, ça fera pareil. Si vous êtes grillé une fois, c'est fini, c'est pas la peine que vous y reveniez, même si vous mettez beaucoup plus après. On ne vous fait pas confiance, donc on ne vous vendra pas, on ne vous achètera pas. Donc c'est pareil dans le monde des affaires. Le monde des affaires, c'est ça, ce n'est pas que du foot. Un rachat de club, c'est le monde des affaires. Et c'est une autre sphère, des autres pratiques, des autres arcanes. Donc voilà, ce coup de gueule par rapport à Mohamed Rouchoudi. Donc pour résumer, il a franchi la ligne rouge en disant que Bernard Tapie était impliqué. Il y a eu plein d'incohérences. Une autre dernière cohérence qui me vient là et que j'avais déjà dit, c'est que Mourad Boudjelal, dans sa première interview à RMC et Figaro le premier jour, il a dit qu'en fait on lui avait forcé à parler. Donc en gros, Ajroudi lui a dit de parler pour présenter ce projet. Et Ajroudi ensuite, dans la Provence, regrettait que son équipe ait parlé, alors que c'est lui qui a dit de parler. Donc voilà, il y a une incohérence, il y a des dissonances, c'est pas clair, c'est flou, c'est pas sérieux quoi. C'est pas sérieux, on est cohérent, on reste si on est sûr de son projet et si on est sûr de ses investisseurs, on ne donne pas toutes ces incohérences-là. On n'a pas à se justifier. Et en plus de dire une chose et le lendemain dire un autre, ça veut dire que c'est pas sérieux, c'est pas crédible. Donc on va arrêter avec Mohamed Ajroudi, c'est terminé. Consacrons-nous maintenant sur le terrain, sur le ballon, c'est ça qui nous anime, que l'OM nous procure des émotions avec André Villas-Boas. On a beaucoup aimé comment il a fait remonter cette équipe, c'était pas gagné, l'équipe était quand même pas extraordinaire, il a quand même été allé chercher la deuxième place, la Ligue des Champions, on n'y croyait pas forcément avec cette équipe-là, on pensait plutôt être dans le ventre mou du championnat ou alors éventuellement européen et encore c'était pas gagné. Donc voilà, André Villas-Boas a fait du bon boulot, il continue, il va garder à peu près la même équipe, donc il va la renforcer avec 4 éléments. Les titulaires seront remplacés, il a obtenu les garanties de Franck McCourt. Donc voilà, on va attendre, la saison va commencer, on va avoir plein d'espoir, on va avoir d'ambition, on veut vibrer avec ce Tolem-là. Et après on verra s'il y a une offre de rachat, mais tant que c'est pas concret, que c'est pas signé, ça ne sert à rien. On l'a vu avec Ashkar. On l'a vu avec d'autres, avec Dana, on l'a vu avec Lopez. Stop, ça suffit, basta. Merci à vous, à la prochaine et allez loin.